Bienvenue dans cette nouvelle édition du QG Week-end. Au sommaire de l'actualité, l'appel d'Henri Konan Bédié ne semble pas avoir été entendu. Deux membres du Parti démocratique de Côte d'Ivoire se sont déclarés candidats à la présidentielle ce vendredi, alors que ce dernier appelait ses militants à soutenir la candidature du président Alassane Ouattara. La phase d'enrôlement des électeurs en vue des scrutins de 2015 prolongée de 5 jours au Burundi. L'opposition politique dénonce des irrégularités dans le processus. Et puis, l'octuple champion d'Afrique, Al-Ahly, ajoute un nouveau titre à son palmarès. Le club égyptien a remporté ce samedi la Coupe de la Confédération après une victoire in extremis face aux Ivoiriens de COE Sport. En Côte d'Ivoire, le PDCI est de nouveau candidat à la prochaine élection présidentielle. Il s'agit du diplomate Essi Amara et de l'ancien responsable des jeunes du parti, Kouadio Konan Bertin. Une annonce qui survient alors que le président du parti, Henri Konan Bédié, s'était prononcé en faveur d'un ralliement à un candidat unique en la personne d'Alassane Ouattara. Marina Vanier. Deux leaders du PDCI en course pour la présidentielle de 2015. L'ex-ministre Essi Amara a fait déposer son dossier de candidature ce jeudi 4 décembre au siège du Parti démocratique de Côte d'Ivoire à Abidjan. Il est soutenu par une frange importante des militants, notamment les agriculteurs. De l'autre côté, il y a le député Kouadio Konan Bertin. L'ex-responsable des jeunes entend sauver le parti selon lui. Ces annonces interviennent alors que le président du PDCI, Henri Konan Bédié, avait appelé le mercredi 17 septembre 2014 à soutenir la candidature du chef de l'État, Alassane Ouattara. Il y a des ambitions qui essaient de s'exprimer en dehors de la ligne que veut le président du PDCI. Je le trouve normal, ça fait partie de la vie politique, ça contribue à dynamiser la vie politique, mais en tant qu'observateur attentif de la vie politique ivoirienne, ça ne change pas grand-chose. Je peux considérer que tous ceux qui présentent et qui annoncent des candidatures maintenant veulent bien montrer qu'ils existent bel et bien, veulent bien montrer qu'ils vivent, et qu'il faut qu'on compte avec eux. L'alliance entre le PDCI et le Rassemblement des Républicains RDR du président Ouattara avait permis la victoire du chef de l'État lors du second tour de la présidentielle de 2010. Il faut attendre l'ouverture officielle des candidatures pour savoir si ces candidatures sont validées ou, je ne dirais pas validées, mais sont confirmées. En plus, pour nous, en tant qu'observateurs de la politique ivoirienne, nous savons que pour être candidat au nom d'un parti, il faut bien que ce parti accepte de vous investir. Et chaque parti a son mécanisme, mais tous les mécanismes se rejoignent quelque part au PDCI, pas de convention. Donc, il faut attendre la convention du PDCI pour savoir qui a effectivement le soutien officiel du parti. Le bureau politique du PDCI devrait se prononcer le 18 décembre 2014. Ce bureau statuera ou non sur l'organisation d'une convention pour désigner un candidat du parti. Le Premier ministre somalien Abdi Weli Sheikh Ahmed contraint à la démission. Une motion de défiance à son encontre a été adoptée par le Parlement ce samedi. Selon le président de la Chambre, elle a recueilli 153 voix pour et 80 contre. Rappelons que le Premier ministre était depuis quelque temps en conflit ouvert avec le président somalien Hassan Sheikh Mohamud, qu'il a accusé de prendre des décisions scandaleuses. Il est le deuxième chef du gouvernement contraint à quitter son poste dans le pays depuis le début de l'année. Au Burundi, la Commission électorale nationale indépendante a décidé de prolonger jusqu'au 10 décembre la période d'enregistrement des électeurs en raison du retard accusé dans le processus. Un processus qui pourtant divise la classe politique. Pour l'opposition, il est entaché d'irrégularité. Le point avec Ibrahim Ndiaye. Prolongement jusqu'à ce mercredi 10 décembre des inscriptions pour l'enrôlement sur les listes électorales. Au Burundi, les résultats pour l'enregistrement en vue des futures élections ne sont pas au rendez-vous. Seuls 2,5 millions d'électeurs sur les 4 200 000 attendus se sont fait enrôler. Des irrégularités ont été également signalées. Il est normal que la CENI du Burundi prolonge la période d'enregistrement parce qu'après les 2 semaines, ils en sont à 2,5 millions d'électeurs sur 4,2. Et en général, à cette période, ça devrait être vraiment très avancé. Mais tout de même, ils avancent d'une semaine tout en sachant qu'ils ont fait la moitié. Et il y a beaucoup de gens qui disent qu'il y a les mêmes personnes, surtout du parti du pouvoir, du CNDD-FDD,
qui sont enregistrés 2 fois dans 2 endroits différents. Ce qui ferait, si le phénomène est simplifié, ce qui ferait que finalement les inscrits pourraient dépasser 4 200 000. Ça serait finalement un problème pour le Burundi. L'opposition et la société civile prônent une mesure beaucoup plus radicale et préconisent l'annulation du processus. Un quiproquo qui illustre en effet les difficultés de la CENI à organiser les élections. L'opposition réclame l'annulation de l'enregistrement, y compris la société civile, pour refaire à nouveau. Donc c'est un problème vraiment d'organisation d'élections qui peut générer des tricheries au niveau de la période électorale. Il manque du temps pour la population, mais en même temps l'opposition n'a pas beaucoup mobilisé. Et il y a beaucoup de partis qui sont retirés de l'observation des enregistrements. Et il y a une hésitation au niveau de l'opposition entre y aller à fond ou vraiment y aller à moitié. Donc la balle est lancée entre la CENI et l'opposition. On ne sait pas exactement quel jeu joue l'opposition. Est-ce que l'opposition va se présenter aux élections ou fera comme en 2010? Donc, c'est vraiment la grande question aujourd'hui qui se pose. Autre pomme de discorde entre le parti au pouvoir et l'opposition, la composition de la Commission électorale nationale indépendante, notamment au niveau de la répartition de son personnel. Les élections des députés et des conseillers communaux sont prévues le 26 mai 2015. Quant au scrutin présidentiel, il sera organisé le 26 juin 2015. La Cour pénale internationale signe l'épilogue de l'affaire Uhuru Kenyatta. Faute de preuves, la procureure Fatou Bensouda a annoncé ce vendredi le retrait des charges de crimes contre l'humanité qui pesaient contre le président kényan. Une première dans l'histoire du tribunal de La Haye. Marina Vanier. Abandon des charges contre le président kényan Uhuru Kenyatta. La Cour pénale internationale CPI a annoncé ce vendredi 5 décembre l'arrêt des poursuites contre le président du Kenya, faute de preuves suffisantes. Il était soupçonné de crimes contre l'humanité à la suite de violences post-électorales de 2007 à 2008 qui avaient provoqué près de 1000 morts et 600 000 déplacés. Les preuves ne sont pas sérieuses ou ne sont pas établies, parce que la charge de la preuve maintenant incombe au procureur. Et le procureur ne peut pas accuser sans preuve ou ne peut pas accuser en lançant des idées ou des accusations non établies. Pour les juges de la CPI, le bureau du procureur n'a pas pu présenter des preuves suffisantes, au-delà du doute raisonnable, pour engager un procès contre le président Kenyatta. Le mercredi 3 décembre 2014, les juges avaient ordonné à l'accusation de déposer des preuves dans un délai d'1 semaine pour un maintien des poursuites, faute de quoi celle-ci serait abandonnée. Et cette décision du tribunal pénal international, à mon avis, est salutaire. Ça démontre que la Cour pénale internationale respecte ces principes-là et donc cette institution a prouvé qu'elle fonctionne à charge et à décharge et qu'elle fonctionne dans le respect de l'accusation, mais qu'elle aussi fonctionne dans le respect des droits de la défense. C'est un soulagement pour le président en exercice de 53 ans. Cette décision est une première en 16 années d'existence de la Cour pénale internationale, déjà en mal de crédibilité pour n'avoir engagé des poursuites que contre des personnalités africaines. L'actualité économique à présent, hausse de la production pétrolière et gazière au Cameroun entre janvier et octobre 2014. À en croire les statistiques publiées par la Société nationale des hydrocarbures, cette hausse est motivée par l'exploitation de nouveaux champs offshore. Guévanido. Au Cameroun, le pétrole brut et le gaz ont respectivement augmenté en termes de production de 15,10% et 123,9% entre janvier et octobre 2014. Une hausse qui s'explique par l'exploitation de nouveaux champs d'hydrocarbures. Le premier facteur, c'est certainement les recherches qui ont été accomplies ces derniers temps et la modernisation de certains dispositifs. Il y a aussi de nouveaux marchés qui s'ouvrent. Vous êtes sans ignorer également que il y a quelques mois, la Centrafrique tombait dans une situation d'instabilité politique, ce qui a ralenti nettement aussi les exportations en direction de ce pays.
Et si la stabilité revient, le Cameroun sera un peu plus sollicité encore de ce côté-là. Donc il y a une concurrence régionale avec les autres pays. La production du pétrole brut entre janvier et octobre 2014 s'évalue à 22,69 millions de barils. Du coup, les caisses du Trésor public ont été renflouées de 435,10 milliards de francs CFA, soit presque 100 milliards de plus que les prévisions, ce qui est une bonne nouvelle pour l'économie nationale. Cela aura effectivement une incidence sur l'économie du pays, mais simplement le pays vit une situation extrêmement difficile, ce qui fait que cette augmentation n'aura pas un impact considérable sur les questions sociales. Il va falloir continuer à alimenter les dépenses publiques de défense nationale, ce qui constituera un coup fatal sur les secteurs sociaux de base. C'est une économie qui malheureusement ne pourra pas bénéficier directement à l'ensemble de la population. Le gaz naturel a atteint cette année 9 160 millions de pieds cubes selon la Société nationale des hydrocarbures. Ainsi, les réserves du pays passent-elles de 144 à 154 milliards de mètres cubes. Des avancées sans doute bénéfiques pour le PIB national. Un mot de sport pour clôturer cette édition. Finale retour ce samedi. Le club égyptien d'Al Ahly a remporté la Coupe de la Confédération face aux Ivoiriens de COE Sport de San Pedro par 1-0. Un but marqué in extremis à la 6e minute du temps additionnel. Jean-Célestin Ediangé et Aminata Diak. Son 19e titre continental, Al Ahly est allé le chercher jusqu'au bout de suspense. Ce samedi, les Égyptiens ont arraché la Coupe de la CAF des mains des Ivoiriens de COE Sport de San Pedro grâce à un but marqué à la 6e minute du temps additionnel lors de la finale retour au Caire. Un but marqué par le vétéran Emad Metep, seul rescapé de l'équipe qui a remporté tant de trophées au cours de la dernière décennie et qui a permis au club égyptien, le plus titré du continent africain, de s'imposer 1-0 face à des Ivoiriens moins expérimentés. C'est la victoire de l'expérience, ce que moi j'appelle le TTC, parce que seul le talent ne suffit pas. Il faut le talent, il faut le travail et il faut l'expérience. Le COE Sport avait gagné au match aller par le score de 2-1. Moi, je savais déjà que ça n'allait pas suffire contre une équipe comme Al Ahly et qui a glané tous les trophées possibles, sauf cette coupe, n'est-ce pas, de la Confédération. C'était l'ultime occasion et l'équipe égyptienne au niveau national n'étant pas qualifiée pour la Coupe d'Afrique des Nations, c'était une manière, n'est-ce pas, de consoler les supporters égyptiens. Les Ivoiriens de COE Sport ont pourtant eu de nombreuses occasions sans jamais trouver la faille. Al Ahly a mérité sa coupe parce que dès le match aller, COE Sport n'a pas pu faire le trou contre cette grande formation. Il fallait gagner au moins par un score de 2 buts d'écart. Au match aller, l'équipe égyptienne, avec son public, avec son terrain, avec ses installations, avec son expérience et avec tout ce que cela comporte, n'est-ce pas, était dans l'obligation de gagner. Et cette victoire, moi je crois qu'elle est logique, même si c'est venu à la toute dernière minute. C'est pourquoi, tant que la lutte ne s'épuise pas, la fin de la rencontre, le match se joue. Battu 2-1 à l'aller à Abidjan, Al Ahly remporte donc pour la première fois la seconde coupe africaine au bénéfice du but inscrit à l'extérieur, critère départageant les équipes en cas d'égalité à l'issue des 2 rencontres. COE devra encore attendre pour devenir le premier club ivoirien à remporter une compétition africaine depuis le succès d'Africa Sport en Coupe des vainqueurs de coupe en 1999. Quant à Al Ahly, il ajoute un 19e titre continental dans sa vitrine qui compte déjà 8 Ligues des Champions, 4 Coupes des vainqueurs de coupe et 6 Supercoupes. C'était le journal de la rédaction. Nous vous remercions pour votre fidélité. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition du QG Weekend sur Africa 24.